Oye, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Et ce soir, il y a à mes côtés Monsieur Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Super. Je vais bien comme mardi. D'accord. C'est très bien. Bonsoir Daouda, comment ça va? Bonsoir mon brico, comment toi-même tu vas? Je vais bien, je vais très bien. bien. Ça va, moi je vais comme un chat. Vous avez combien de chats? Ouais, je vais bien comme un chat. Comme un charme, mon chat. Ouais, comme un charme. Comme un charme. Oh Je yeah. pense que parce que vous avez des preuves d'animaux. Hier, on a entendu la bave des stars. La barbe. Des crapauds. De crapauds. Très Le bien. chant du cygne. Exactement. Madame Bleu, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Vous allez Super bien, oui, Vous ça êtes va. en rouge. Yes. qu'on Non, va dire. c'est un peu de C'est de l'ocre. l'orange quand De même. l'orange ocre. Oui, Ouais. ocre du C'est un peu les couleurs qu'il y a Un à peu vers le saumon Casablanca aussi, hein. sur les Comme maisons à si- Casablanca. Ah oui, Non, pardon, à Marrakech. À Marrakech. À C'est ça, Marrakech. exactement. Exactement. La ville rose. La ville rose. Élisée est Non, en rouge. train de La ville choquer. rouge. La ville rouge. Il roule Donc, les vous comprenez airs, que c'est Élisée. du rouge. Non, tu sais, c'est une expression comme ça pour dire. Ouais, voilà. mais c'est même si c'est pas vraiment du rouge. Même si c'est pas vraiment du C'est un rouge qui n'est pas du rouge. Exactement. Très Mais bien. toutes les maisons sont pareilles. C'est ça. Très bien. J'étais à Marrakech et je peux vous dire que c'est une magnifique ville. Et je profite de l'occasion aussi. hein, Ah pour ben dire- tu as visité Marrakech comme moi. Comme nous, comme moi également. Ah ben mais c'était une magnifique Non, ville. non, moi c'est plutôt Tunis. Daouda, vous avez visité Marrakech? Non, Tunis. Non, Moi on parlait de également, Marrakech. Tunis, ouais. Je préfère Tunis. Mais on va cotiser pour que Daouda y aille. Parce qu'il faut qu'il voie les merveilles du Marrakech Oui, quand même. Nous rejoint sur le plateau du Grand Talk Monsieur Alain Toussaint, maintenant, sur le plateau. Voilà. Vous avez décidé. Voilà. Vous avez décidé. Oh non, Quelle entrée en matière. tu vas pas nous la faire, tu vois. Ouais, le vieil homme, Ouais, c'est ça. celui qui se bat pour que les vieux restent toujours aux Le affaires. vieil homme et la mère. Vous connaissez le livre? La mère, c'est Miguel. C'est ça, Hemingway. Il dit, je vous ai salué. Oui. Mais vous pouvez lui faire la bise au moins au passage. Oh, il est galant là, Toussaint. Passez les bons là. Oh, ça y est. Un aristocrate, Alain. Toujours. Bon, allez, les amis, l'information, c'est que vous l'avez noté, hein, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter les artères de la Daouda. Vous allez me faire avoir un fou rire sans être légendaire. Bon, on a eu le temps de visiter les artères. Eh bien, il y a des drapeaux. Il y a un drapeau d'un État autre que celui de la Côte d'Ivoire. Eh bien, quand on sort les drapeaux, c'est parce qu'il y a une visite officielle. Bien Eh bien, sûr. cette visite officielle, c'est celle du président du Congo, Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'était l'occasion pour les présidents Sassou et Ouattara eh bien, de se retrouver et au-delà eh bien, de signer des accords bilatéraux. 13 précisément ont été signés. Que retenir de cette visite fraternelle et officielle de... Non pas encore achevé. Non pas encore achevée, c'est Je le pense cas que de ça le finit dire. demain, Voilà. en principe. Que retenir de la visite, simplement, les amis? Élisée Bolougbe. Ben, c'était, comme tu l'as si bien expliqué, hein, c'est une visite officielle. Et donc, au menu de cette visite, bien évidemment, des signatures d'accords, 13 en tout, qui ont été signés hier au Palais de la Présidence, lors de l'entretien, suite à l'entretien, le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Il y a eu 13 accords qui ont été signés dans divers domaines, hein, qui partent de la diplomatie, en passant par l'agriculture, par un ensemble en tout cas de secteurs, des transports et autres, tout ça. Et aussi à écouter, hein, ou du moins à se référer au discours du président congolais. Il est venu également aussi s'inspirer un peu du modèle ivoirien, notamment de la réussite économique, selon ses propres thèmes, de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui qui fait de la Côte d'Ivoire un pays référence sur le continent. Donc s'inspirer un peu de ce modèle-là. Aujourd'hui, dans son planning, il était à Sémois pour aller voir un peu cette usine qui transforme le cacao, qui en fait du chocolat, pour voir un peu comment cette usine fonctionne. Il est également prévu demain qu'il se rende à Yamoussoukro, selon le calendrier, le programme à notre possession, qu'il se rende à Yamoussoukro, il posera une gemme de fleurs sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Et après quoi, il rentrera. Et je crois que la visite va s'achever après cette dernière étape. Très bien. C'était que retenir. On a noté beaucoup d'éléments. J'en profite pour dire bonjour à Manassé Karamoko, à Dominique Yaba, à Paul Kofi et à tous les autres qui sont connectés sur nos pages des réseaux sociaux. Et il faut donner une information des dernières minutes. Allez-y. La visite se prolongera jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin. Oui. Très bien. Daouda, je me tourne vers vous. Hein. Au-delà de cette visite des accords bilatéraux, une phrase a retenu votre attention. C'est la phrase du président Ouattara. Et surtout, elle met en exergue un tout petit peu le rôle en tout cas, j'ai envie de dire les liens du président Sassou Nguesso avec la Côte d'Ivoire. Oui, le président, lors de leur rencontre, après avoir signé tous ces 13 contrats et autres, il a dit, entre autres, que
le président Sassou Nguesso a été un homme providentiel dans la crise ivoirienne, puisque au plus fort de la crise, ce dernier n'a cessé de chercher à réconcilier les trois elders de la politique ivoirienne, notamment le président Henri Konan Bédié, le président Gbagbo Laurent et lui-même le président Ouattara. Et il a affirmé qu'aujourd'hui, ils sont réconciliés. J'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense que au-delà de ces mots que le président a lancés à la salle des pas perdus, pour dire qu'ils sont réconciliés, il faut qu'ils se réconcilient réellement pour que véritablement on puisse sortir de cette Le président situation. a précisé qu'ils sont totalement Réconciliés. Maintenant, moi, je ne vais pas m'attarder sur ce côté Parce que c'est la visite, oui. réconciliation, mais ce qui m'a... Comme tu as parlé de qu'est-ce qui a retenu votre attention, ce qui a retenu mon attention, c'est cette coopération sud-sud entre des États africains. Parce qu'à chaque moment, ce sont des pays européens, ou bien qui viennent de l'Amérique, qui viennent pour des coopérations. Mais quand on voit une coopération entre deux pays africains qui signent des contrats de sécurité contre la piraterie maritime, contre comment on appelle ça, le terrorisme qui est à nos portes, j'avoue que moi, ça m'a vraiment fait plaisir et c'est ce qui a véritablement retenu mon attention. Et il faut retenir que les liens sont encore plus forts parce qu'en 2013, Brazzaville, à l'instigation donc du président congolais, a prêté 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire alors qu'elle sortait donc fraîchement de cette crise politique. Et au-delà de ça, il y a cette relation de longue date entre ces présidents parce qu'ils se connaissent depuis les années 90 et qui ont tissé ces liens diplomatiques donc depuis de nombreuses années. Très bien. Je profite de dire que Yves Gay, il y a également Clarisse Kan et Traoré Abou qui nous regardent sur nos pages sociaux. De temps en temps, comme ça, je fais un bon petit focus sur ceux qui sont connectés. Parce que régulièrement, on évoque des choses et puis on les oublie un tout petit peu. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le jour des internautes. Alain Toussaint, Côte d'Ivoire, Congo, Alassane Ouattara, Sassou Nguesso, bien, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui dure. Oui, bien sûr, c'est une histoire qui dure. Parce que durant la crise entre 2002 et 2010, le président Sassou était venu à Abidjan à plusieurs reprises pour être un peu médiateur avec le camp présidentiel d'alors, donc de Laurent Gbagbo. Donc c'est un président qui connaît bien la Côte d'Ivoire et les réalités ivoiriennes. Et par ailleurs, il est également un peu proche de Guillaume Soro, qu'il a connu dans cette période-là, entre 2002 et 2010. Et je pense qu'il a beaucoup d'estime pour lui. Et certainement qu'en plus des deux autres leaders, le cas Soro a certainement été évoqué. Alors je vais juste revenir sur la phrase que vous avez dite, que Daouda a citée, concernant la réconciliation des chefs. Alors je voulais juste faire un peu d'esprit en disant réconcilier dans leur monde, mais aux yeux des Ivoiriens, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais pardonnez-moi, mais je pose une question. Vous en souriez depuis un moment. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils ne sont pas réconciliés? Lesquels? Ceux qui ont été... Le président évoquait sa réconciliation avec les deux autres. Le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo sont vraiment réconciliés ou pas? Je pense qu'ils sont réconciliés, mais des désaccords encore subsistent, notamment sur des points importants qui concernent la politique, les élections, etc. Une fois que vous enlevez les élections, je pense que hors de la politique, ils sont les meilleurs amis du monde, ils pourront même passer les vacances ensemble. Bon, non, ils sont réconciliés, mais il y a des désaccords qui demeurent. Voilà, sur les questions politiques. Vous parliez de la phrase, justement, vous souhaitiez vous prononcer sur la phrase, vous l'avez déjà fait? Non, c'est bon. Moi, j'ai juste un petit désaccord avec le président Sassou, qui se pose en médiateur en Ukraine. Je pense qu'on a déjà assez de problèmes comme ça sur le continent, avec le Soudan en ce moment qui est à feu et à sang. L'Union africaine devrait être, comme on dit, prendre le lead du règlement de la situation au Soudan. Il y a aussi la question de la gouvernance au Sénégal avec une organisation continentale qui a été mutique durant la période, notamment la semaine dernière, quand les choses allaient très mal à Dakar. Et je pense que nous devrions consacrer l'essentiel de notre énergie, notamment de notre diplomatie, à la résolution des problèmes africains. En fait, on rappelle qu'il s'est abstenu, le Congo s'est abstenu de voter de condamner en tout cas l'attaque russe, alors que la Côte d'Ivoire a effectivement condamné cette attaque. Sur cette question du président Sassou Nguesso en médiateur entre la Russie et l'Ukraine, moi je ne suis pas totalement contre, parce que même si aujourd'hui, au niveau de certains pays africains, c'est à feu et à sang, j'avoue qu'aujourd'hui, l'histoire a démontré que l'économie mondiale aujourd'hui dépend de cette crise qui se joue entre la Russie et l'Ukraine. Donc,
puisque les Occidentaux, qu'on le veuille ou pas, au vu de tout ce qu'on voit dans la presse, chacun est partie prenante. Je pense que le seul continent qui n'est pas vraiment partie prenante dans cette histoire, c'est l'Afrique. Donc peut-être que, quelque part, peut-être que Poutine, le président Poutine et le président Zelensky pourraient écouter, pourquoi pas, Non, mais après, Sassou Nguesso. il peut le faire, cette médiation. Mais je veux dire, il y a déjà tellement de problèmes que ça ne l'empêche pas, en tout cas en tant que médiateur, et avec l'Union africaine également, de s'impliquer dans les problèmes africains. Mais la CEDEAO est déjà partie là-bas. On a eu le président Mbalo qui est allé à Moscou. Il a même rencontré... Il y a eu Macky Sall qui est parti. Macky Sall, de l'Union africaine. avec le succès que l'on sait. On ne sait jamais. Peut-être que 1, 2, peut-être que la troisième fois sera la bonne. Oui, mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne met pas, enfin, de vos réactions, ce que je note, c'est que ce qui est remis en question, ce n'est pas le fait de tenter une médiation, mais c'est de dire, votre quartier a des problèmes et vous partez résoudre des problèmes dans une autre ville. Voilà, ailleurs. Non, mais le vrai problème, moi, là où... Élisée, excuse-moi. Oui, vas-y. Ce que je veux dire, cette médiation en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, si on a faim, ça va envenimer encore la crise. Donc, il est mieux qu'on règle ce problème. Mais pour l'instant, ce que les gens disent, c'est que pendant que vous réglez les problèmes de faim en Ukraine, mais les gens qui meurent au Soudan. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui, aujourd'hui, la vie est chère, l'inflation, qui l'a ressenti Ça montre les limites de notre plan, parce que cette autosuffisance, même au niveau du blé, je veux dire, l'Égypte produit du blé. L'Égypte est autosuffisant en blé. Mais pourquoi on n'arrive pas, on parle de partenariat sud-sud, mais on a l'Égypte qui est à côté. On a également des centres de recherche qui sont capables de pouvoir produire ce genre de produits alimentaires. Ici, pourquoi ne pas réfléchir à ce genre de choses? Oui, régler des problèmes, c'est important, mais régler les problèmes de fond et arriver à cette autosuffisance alimentaire sur le continent. Je vois tout le temps le président de la BAD, Adesina, dire les Big Five, we need to feed Africa. On doit nourrir l'Afrique. Mais ça, c'est du concret. Il faut que ça soit concret maintenant. J'ai Élisée, D'accord, ok. Moi, j'entends tout ce que vous dites et puis... comme je pense Brice l'a dit, hein, pour moi, c'est un peu ma posture. C'est vrai que ce n'est pas de trop d'entamer une médiation à, disons, près de 20 000 km de chez soi. C'est quand même pas de trop. Mais comme je le dis souvent, nos actes parlent plus que nos paroles, en fait. Vous savez, le continent sera beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que la parole des dirigeants africains aura beaucoup plus de poids si ce qu'ils disent est en cohérence avec les actes qui sont posés. Vous ne pouvez pas prétendre aller à 20 000 km, chercher à y installer la paix, quand à moins de 500 km de vous, des gens sont très déchirés au quotidien. Regardez ce qui se passe dans l'est de la RDC. Mais c'est un drame. Bien sûr. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un véritable mutisme sur cette affaire. Regardez ce qui se passe au Soudan. Mais c'est un drame, c'est des tragédies. Mais quelle est cette mobilisation africaine qu'on a autour de ces conflits? On a pratiquement l'impression que rien n'est fait. Vous voyez, c'est ça qui, justement, quand on vient et qu'on dit qu'on a l'impression, ou bien qu'on voudrait aller à 20 000 km, bon, dans l'entendement des citoyens lambda, des populations, on voit ça un peu comme, à la limite, excusez-moi du thème, on se fout de la gueule, on se fout de notre gueule, en fait. Mais il faut quelque part, à un certain moment, qu'on comprenne que, pour mieux faire entendre notre voix en international, il faut qu'on pose des actes qui eux-mêmes crédibilisent notre voix. Ce que Daouda a dit et que je souhaite que vous entendiez également, c'est que quand le président Sassou Nguesso s'en va en Ukraine, ce n'est pas pour essayer vraiment de résoudre le problème ukrainien, c'est pour résoudre un problème africain, d'autant plus que la crise en Ukraine a des répercussions beaucoup plus violentes même déjà. Nous, parce que justement, l'imposture est là, excusez-moi. C'est vrai que l'Ukraine a bon dos. Depuis 1 an et demi, tout ce qu'on subit, c'est la faute à l'Ukraine. Je pense qu'on a eu le temps de redéployer la machine et de comprendre que l'Afrique peut s'en sortir sans l'Ukraine et que nous pouvons trouver des solutions aux problèmes qui étaient pour moi des problèmes passagers de façon durable. On ne peut pas prendre prétexte de situations, notamment le blé, etc. Donc franchement, excusez-moi. Non, mais quand le Congo, bouillant, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est très bouillant. On termine dessus. En fait, si je veux aller dans la logique de Daouda, c'est-à-dire qu'on veut entreprendre cette médiation parce qu'on estime que la crise a un impact sur notre société. Mais l'impact que la crise a là, c'est généralement un impact alimentaire. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on estime que le blé ne permet pas, le blé devient plus cher parce que l'Ukraine étant un grand producteur de blé, aujourd'hui avec la crise, ça devient un peu plus difficile pour nous. Mais c'est tout simple. Si on veut résoudre le problème de façon structurelle, ce n'est pas d'aller chercher à régler une médiation. Bien sûr. C'est à son sein d'adopter des politiques qui nous permettent, nous, de produire ce que nous consommons. Moi, je comprends. De produire ce que nous consommons. J'ai 15 secondes avant d'avoir je te comprends aisément, je comprends très bien, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a un adage ivoirien qui dit qu'on ne reste pas dans Magnan
pour enlever Magnan. Là où nous en sommes aujourd'hui, tout est cher sur le territoire ivoirien et en Afrique de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faites en sorte que ce blé, l'Ukraine et la Russie, à eux deux, font 80% du blé mondial. C'est un fait. Même aujourd'hui, quand on regarde le coût du carburant qui a grimpé dans tous les pays du monde à cause de cette crise-là, ça impacte beaucoup les denrées alimentaires, l'inflation sur le territoire. Il faut au moins l'entendre pour dire c'est possible. Je ne dis pas que le fait de laisser ce qui se passe ici est mauvais, mais ça peut se faire. Il y a beaucoup de négociateurs en Afrique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de paix par les Américains ou les Européens en Ukraine? Pensez-vous qu'ils parlent de plan de paix alors qu'eux-mêmes parlent de contre-offensive? C'est pour cette raison que je disais qu'ils étaient partie prenante. Et ceux qui en souffrent le plus, c'est les Africains. Ce n'est pas à l'Afrique de tenter une médiation, alors que ceux-mêmes qui sont les opérateurs de cette guerre-là, les instigateurs ou en tout cas les promoteurs, estiment qu'il faut en finir par la guerre. Et ils sont préparés une contre-offensive. Donc dans ce cas, comment est-ce qu'on peut être crédible? Très bien. Et puis, juste à côté du Congo, il y a la partie anglophone du Cameroun. Ouais. Ça fait 6-7 ans que cette partie est en guerre. On n'a jamais entendu l'Union africaine se prononcer là-dessus. Donc, réglons nos problèmes déjà. Merci, monsieur. On va recevoir notre premier invité pour le rendez-vous. Il s'agit de monsieur Moïse Kossonou. Avec lui, on va parler justement du rôle des guides religieux dans la cohésion sociale. Monsieur Kossonou nous rejoint. Merci beaucoup. Pendant ce temps, je dis bonsoir à Yannick Irié-Bitizier, qui demande qu'on augmente l'heure de l'émission. Didier Logne nous a rejoint entre-temps avec un peu de regard. Un commentaire visé. Je l'ai lu. Moussa Sissé également fait partie. Cheikh Mandé Djata Sissé nous a rejoint. Augustin Tano également, qui a dit prêche mon frère, il a dû avoir un pasteur sur le plateau, justement, pour revenir au sujet avec notre invité. Alors, monsieur Kossonou, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, c'est quel rôle, justement, nos guides religieux devraient jouer dans la paix, dans la cohésion sociale? Dites-nous. Je suis pas religieux, je suis seulement un observateur. Et j'estime qu'il arrive des moments où dans toutes les sociétés, surtout des sociétés africaines, où les gens sont très religieux, ils sont reliés en général à quelque chose d'immatériel, un Dieu qui est quelque part, et de tout temps, ça a toujours existé en Afrique. Et nous avons des personnes qui jouent en fait ce rôle-là. Ils permettent aux personnes d'avoir une introspection, d'être interpellées face à ce qu'ils ont l'habitude de faire, de sorte à être cohérents dans tout ce qu'ils ont fait par rapport à leurs croyances. Et je pense que les guides religieux, c'est un peu, je dirais, cette lampe-là, très souvent, qui vient éclairer un peu l'obscurité, très souvent, de nos peurs, quelquefois, ou bien l'obscurité, souvent, de nos doutes. Et en cela, je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est un peu, les guides religieux, c'est aussi quand même, c'est eux qui donnent un peu de la saveur un peu à nos sociétés, très souvent pour interpeller les différentes parties prenantes, parce que nous avons très souvent des problèmes, soit peut-être d'injustice, des problèmes de paix, et ils doivent pouvoir nous interpeller, chacun, pour dire, écoutez, voilà le chemin qu'il faut suivre. Et je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important. Alors, vous parlez de rôle important, de rôle très important à jouer, mais quand on sait qu'on est tous contemporains de la crise que nous avons subie ici en Côte d'Ivoire, est-ce que ce rôle-là était bien pour nous quand on voit tous les 3000 morts? Parce que les gens, on était au bord d'une guerre religieuse dans les années 2010. Écoutez, le rôle, c'est le rôle. Le rôle, c'est le rôle. Les guides religieux ont une fonction pour moi dans une société donnée, quelles que soient les sociétés. La façon d'assumer en fait un rôle ne me remet pas en cause le rôle en lui-même. Et pour moi, il y a certains religieux quand même qui ont interpellé certains points, que ce soit dans tous les pays du monde. Je voudrais vous rappeler seulement, par exemple, en 2000, moi, il y a un évêque qui m'a particulièrement interpellé, c'était Monseigneur Awana. En 2000, lorsque le général Guéhi avait décidé de se présenter aux élections, Monseigneur Awana est monté du haut justement de la tribune dans la basilique pour dire au général Guéhi que tu ne devrais pas te présenter et que les gens qui étaient autour de toi, ils luttaient même pour leur propre poste. Et que te présenter allait avoir effectivement, je dirais, un danger au point de vue de la cohésion nationale. Et je pense que c'est ce rôle-là que les guides religieux sont appelés. Donc on retient qu'ils interpellent. Ils interpellent, absolument. D'accord. Alors, justement, pour interpeller, je pense qu'ils le font. La semaine dernière, l'évêque de Daloa a eu une saillie qui a dérangé à la fois les représentants du pouvoir et les médias. Est-ce que le monde qu'il a dépeint, vous le reconnaissez? Il a parlé d'un pays où la jeunesse est en souffrance. Il a parlé de tricherie, de prostitution.
Il a parlé d'élèves qui trichent parce que les parents qui font la politique trichent. Est-ce que vous avez reconnu à travers cette photographie récente la Côte d'Ivoire dans laquelle vous êtes? Écoutez, c'est sur le fond du débat. J'ai eu, moi, le privilège d'écrire un livre dans lequel j'ai passé beaucoup de temps sur certains détails. Et je n'aimerais pas forcément rentrer dans le fond. Pour moi, ce n'est pas ça le sujet. Mais si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ce que l'évêque a dit est totalement déconnecté de la réalité. J'ai une question justement pour relancer sur ce point, une question de Ndiaye, non plutôt de... Oula, je vais retrouver le message. Oui, c'est plutôt Ndiaye Karamoko-Touré justement qui disait normalement les guides religieux ne devraient pas s'impliquer dans la politique. Qu'est-ce que vous répondez à ce message par exemple? Alors je vais compléter. Qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire, de quelle manière devraient-ils le dire? Ok, je vais répondre à la question tout simplement en vous donnant des exemples. Et chacun pourra en tirer peut-être une leçon. Moi, j'ai parcouru un peu la vie du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a eu un attentat dans les années 1981. En 81, exactement. En 81. À Limexa. Mais déjà, dans les années 80, le pape a fortement milité pour les accords de Gand. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En Pologne, non? En Pologne, justement. Avec Lech Walesa. Lorsque le général Jaruzelski n'avait pas, entériné ces accords et mettant ainsi en péril la cohésion de la nation. Lech Walesa a été poussé par le pape Jean-Paul II au cours de ces 3 visites et il a demandé incessamment au gouvernement de faire appliquer les accords de Gantz desquels dépendait la cohésion et l'unité en Pologne. C'est un engagement. On ne peut pas demander, pour moi, aux hommes religieux qui ont la charge de conduire en fait des âmes et qui vivent au quotidien les souffrances du peuple, de se tenir en dehors de la politique. Mais je suis désolé, la politique n'appartient pas aux politiciens. La politique n'appartient pas aux politiciens. Qu'est-ce que c'est que la politique? Comment peut-on faire la politique? Comment on peut demander à des guides religieux de rester juste dans leur chapelle pour prêcher en fait le salut, et ce salut c'est d'être déconnecté de leur réalité? Je ne crois pas que ce soit ça leur rôle. Je vous donne un exemple ici, allez-y. Bon, Rapidement, parlons des politiciens. Est-ce qu'on a vu dans certains pays comme les États-Unis où lorsque Trump était au pouvoir, il affichait ses valeurs religieuses et dans d'autres pays également. Est-ce que selon vous, les hommes politiques devraient également afficher leurs valeurs religieuses de façon ostentatoire pour certains? Leur foi. Leur foi. Assumer les valeurs religieuses, je ne sais pas exactement ce qu'on met dans assumer les valeurs religieuses. Le président Houphouët-Boigny était président ici en Côte d'Ivoire, il participait à toutes les célébrations eucharistiques, il était chrétien. Et il s'est défini comme chrétien. Est-ce que c'est ça affiché? Parce qu'on parle de laïcité, d'État laïque par exemple. Est-ce qu'il faudrait l'assumer? Mais justement, c'est que sur cette question, je pense que les gens devraient faire un peu attention. Sur la question de la laïcité. La laïcité n'est pas la négation de Dieu dans une société. Je pense que sur ça, il y a des précisions à apporter. La laïcité n'est pas la négation de Dieu. La laïcité, c'est le fait que dans un État, on permet à tout individu d'exercer sa foi selon en fait, ses propres croyances, en tenant compte de la liberté et de l'équilibre de la société. C'est ça la laïcité. Mais la question que moi j'aimerais poser, je reviens sur la question de M. Alain, faisant référence à l'évêque de Dalois, justement. Ces détracteurs, ceux qui ne sont pas pour ce qu'il a dit, estiment que les propos qu'il a tenus, ce sont les propos des éléments de langage de l'opposition mot pour mot. Ils auraient voulu qu'il utilise d'autres termes pour le dire, mais pas le dire comme l'opposition l'aurait dit. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre opinion personnelle? Mais je vais vous dire franchement, si les politiques qui ont réagi ainsi ne réagissaient pas de cette manière, moi ça m'aurait étonné. Tout simplement parce qu'un religieux interpelle. Sa parole doit interpeller nos consciences. Alors, laissez-moi terminer. Oui. Sa parole doit interpeller notre façon de vivre. Nous avons vu ici l'imam, le président du COSIM, ici, à la nuit du destin. Il a interpellé des hommes politiques qui étaient assis devant. Sur la corruption. Sur la corruption. Le président Ouattara était assis, tout le monde était assis. Personne n'a répliqué à cela. La parole de Dieu doit pouvoir déranger. Pour moi, un religieux ne dérange pas en fait des personnes, ne dérange pas les tenants du pouvoir, ne dérange pas des personnes qui exercent un quelconque pouvoir. C'est qu'il y a un problème. Mais dans ce cas-là, permettez, dans ce cas-là, quand vous dites qu'il doit déranger les tenants du pouvoir, mais quand les propos de l'homme religieux doivent
atteignent à la cohésion sociale. Quand on sait qu'ici en Côte d'Ivoire, je vous ramène en 2010, puisque vous avez convoqué l'histoire, on a vu ici des cœurs dans sauce, comment on appelle ça, des nuages tombés du ciel. Il y a eu des reprochages dessus. Et même, je viens justement. Et même à la télévision nationale, on a vu des versets bibliques passer en bande déroulante à la télévision nationale. Est-ce que quelque part, ça n'a De quoi pas... vous parlez précisément? Oui, parce que- Précisez votre pensée. Je parle de la crise de 2010-2011 que nous avons vécue ici. Parce qu'en fait, je veux dire, les propos des hommes religieux à cette période-là, non, permettez que je ne cite pas ces Ah personnes-là. oui, non, il faut les citer, Non. c'est des faits. Mais c'est des faits, mais allez-y. justement, on est tous contemporains. Ok. Donc quand vous faites semblant de ne pas savoir, ça m'embête Non, un peu. mais Parce que- non, parce que- c'est vous qui voilà. je sais pas. Parce que justement, à cette période-là, des hommes religieux ont eu à tenir des discours, finalement, qui ont failli mettre le feu aux poudres en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand on tient ce genre de propos, qu'au-delà de gêner les hommes politiques, ça touche à la cohésion sociale, est-ce que ce n'est pas problématique? Mais c'est problématique. C'est ce que je vais vous dire. Vous avez dans toutes les sociétés, ou bien dans toutes les communautés, ou bien dans toutes les fonctions, vous avez des gens qui peuvent, je vais dire, avoir des sorties de route. Encore, il faut s'interroger si ce sont en fait des hommes religieux qui sont reconnus comme tels par certaines confessions. Moi, je connais l'islam, je connais le catholicisme, je ne vais pas tous les citer, mais nous devons reconnaître que dans toutes les fonctions, il y a des personnes qui assument de manière pas forcément élégante ce qu'on attend d'elles. Ce que ces personnes-là peuvent être amenées à répandre, ça peut être effectivement problématique. Alors, mais c'est pas... mais moi, justement, Ok. tout à l'heure, je voulais vous interpeller parce que là, malheureusement, on a 1 minute avant de partir à la pub. La question, souvent, c'est que les prises de position de ces hommes religieux, lorsqu'ils ne dénoncent pas des faits plus généraux, je parlais tout à l'heure avec M. Sangaré qui me disait, si tous les évêques, tous les imams disent aujourd'hui, il faut que la corruption cesse en Côte d'Ivoire, on a un peu l'impression que cette position-là est beaucoup plus neutre que lorsqu'on estime, par exemple, que la corruption est peut-être l'apanage d'un régime. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous regardez... C'est l'interpellation souvent des régimes qui... Sur ce fait, moi j'ai pris le temps de revoir en fait la structure de l'intervention de cet évêque. Il a parlé d'abord du monde, de l'Afrique. lorsqu'il a dépeint les mœurs qu'on veut imposer aux pays africains. Il a parlé de l'Afrique, en évoquant la question de la légitimité des présidents africains qui sont en général adossés sur les Occidentaux. Et après, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Il a dépeint le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on reproche à cet évêque? Ce qu'il a dit dans le fond, si ce qu'il a dit dans le fond est faux, je pense qu'il appartient aux personnes qui estiment que c'est faux de montrer effectivement que ce qu'il a dit n'est pas juste. Mais si c'est de lui dénier le droit de dire ce qu'il dit, je suis désolé. Je suis désolé, il a le droit de le dire. Je vais vous rappeler, ici, regardez le Mali. L'année dernière, l'imam Dicko. L'imam Dicko, la révolution qui est intervenue au Mali, c'est l'engagement d'un homme. Regardez les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont changé à cause de l'engagement d'un pasteur. C'est un homme religieux avant tout, Luther King. Et ça, il faut le savoir. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous en avons cet évêque, ce n'est pas la première fois qu'il parle, en 2013. La deuxième fois. Le président Ouattara était assis avec le président, je crois, Bédié, au temps du RHDP. Il a dit exactement ceci. Nana Houphouët-Boigny, ce sont tes disciples, mais ils n'ont pas ton esprit. Après, il a dit que pour qu'il y ait une paix en Côte d'Ivoire, il verrait bien le président Gbagbo et le président Ouattara, justement, réconciliés. Très bien. Ce n'est pas de nouveau. Monsieur Kosonou, merci d'être d'être passé sur notre plateau. On vous retrouve juste derrière, parce que je sais, on aura eu beaucoup plus de temps. Mais vous reviendrez sur ce plateau-là. Et notre invité, c'est monsieur Mamadou Touré, directeur général de l'Office du service civique national. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT, en compagnie de Daouda Koulibaly, en compagnie d'Élysée Bolougbe et de Madame Edith Roubleu. Charlène Toussaint est en notre compagnie. Merci à tous les internautes. On a l'ensemble de vos réactions. Et on aura l'occasion de les lire, je pense, avant la fin du message. On aura l'occasion de faire un coucou comme je l'ai décrété. Eh bien, certains ont dit année de la jeunesse, on a dit émission des internautes. Voilà, Alain Toussaint est avec nous également. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Touré Mamadou. Oui, M. Touré Mamadou, lui, Touré Mamadou, est directeur général de l'Office du service civique national. Bonsoir, M. Touré, comment allez-vous? Très bien, merci. On définit, avant la première question, ce que c'est que le service civique national, nos téléspectateurs. Okay, merci beaucoup. Brièvement, hein, Oui. le service civique, c'est un ensemble d'actions qui vise l'épanouissement du jeune pour en faire un citoyen conscient de ses droits, mais également de ses obligations,
en vue de se mettre totalement à la disposition de la communauté. Et la finalité, c'est la cohésion nationale. Voilà ce que c'est que le service civique. Alors, comment on intègre le service civique? C'est le jeune qui fait la demande, ce sont ses parents. Quel est le circuit pour intégrer le service civique? Et à quel moment on se dit, oui, je devrais intégrer le service civique? Quels critères on doit avoir? Quels critères on devrait présenter pour intégrer le service civique? À qui s'adresse-t-il déjà? Alors, déjà, il faut savoir que le service civique, il y a 3 missions. Au service civique, il y a 3 missions. La première des missions que nous avons, c'est de lutter contre la vulnérabilité des jeunes. C'est-à-dire tous les jeunes qui sont en difficulté, qui ont entre 18 et 35 ans, qui sont des décrochés scolaires, qui sont analphabètes, qui n'ont pas de qualifications, qui n'ont pas d'emploi, tout cela doivent être pris en charge par le service civique. Ça, c'est notre premier outil. La deuxième mission qu'on nous a confiée, c'est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes. Et peut-être des moins jeunes aussi, on verra ce que la loi dit nouvellement là-dessus. Et ce dispositif vise à accompagner tous les jeunes qui veulent s'engager librement pour la communauté, mais sans attendre de rétribution. Et la troisième mission que nous avons, c'est le renforcement civique et citoyen, notamment le civisme et la citoyenneté de nos jeunes, et de tous les jeunes, élèves, étudiants. Donc, c'est une forme de bénévolat? Oui, le deuxième outil, c'est du bénévolat, c'est-à-dire le volontariat, le bénévolat, c'est un engagement. Voilà. Donc, voilà nos missions. Maintenant, qui peut venir? Ben, tous les jeunes, de 18 à 35 ans. Et maintenant, on a déplafonné, on n'est même plus à 18 à 35 ans, on est 14 ans et plus. Vous voyez qu'il y a eu une évolution dans la cible. Voilà ce que je peux dire. À ce niveau, rapidement, pourquoi est-ce qu'il y a eu, disons, le déverrouillage, si je peux m'exprimer ainsi, de 18 ans, on descend à 14 ans? Qu'est-ce qui a motivé cela? Alors, ce qui a motivé cela, c'est qu'il faut constater depuis une décennie que nous avons une violence juvénile qui est en croissance, qui est en expansion. Et quand on fait les statistiques sur les violences, on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants, des personnes de moins de 18 ans jusqu'à 14 ans, notamment des élèves, qui sont véritablement engagés dans le cycle de la violence. Il a fallu alors prendre des dispositions pour ramener l'âge et être en conformité avec la loi qui vise le service civique. Quand vous parlez des services civiques, je vois qu'on tourne surtout au niveau de la jeunesse, Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas face à une situation où on sait que c'est le poisson pourri par la tête? Nous avons des cadres, des grands dirigeants qui font preuve d'incivisme. Est-ce que ce n'est pas ceux-là que ces jeunes-là regardent pour qu'ils recopient pour poser leurs actes réellement? Non, bon, je comprends votre question, mais... Je crois entendre un certain évêque, mais... C'est ça. Non, mais allons au-delà. Allons au-delà. Et c'est justement pour cela que ça a été déplafonné. Aujourd'hui, sont concernés toute la population dans le service civique. C'est pourquoi on a déplafonné. Nous ne parlons plus de 18 à 35 ans, mais nous disons 14 ans et plus. Donc, vous voyez, on veut prendre ça en considération. Mais ceci étant, ça me permet de dire quelles sont les causes de l'incivisme et qu'est-ce qui provoque l'incivisme. D'abord, il y a la famille, les parents. Mais on a démissionné. Mais on ne veut pas le dire haut et fort. Hein. Qui s'occupe de ses enfants à la maison? Ils sortent à quelle heure? Ils reviennent à quelle heure? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dehors? Qu'est-ce qu'ils font dehors? Et quand bien même on vient nous dire que votre enfant a un mauvais comportement, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on le sanctionne? Est-ce qu'on le sanctionne? Non, on ne le fait pas. Généralement, on ne le fait pas. Avant, ça se faisait. On était un peu plus exigeant en termes d'éducation dans la famille. Et toute la communauté éduquait l'enfant. Participer à l'éducation. Si le père et la mère ne sont pas disponibles, la tante, l'oncle, même le voisin du quartier pouvait se permettre de donner des leçons aux enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, à Abidjan, on le fait? On ne le fait plus. Donc, voilà une première des raisons. Ensuite, on dit l'éducation. L'éducation est ceci, l'éducation ne fait pas ceci. Mais l'éducation, l'école, je vais dire, l'école ne fait pas de l'éducation seulement, n'éduque pas. Pas que. L'école est là pour donner du savoir. De l'instruction. De l'instruction. Mais le comportement. C'est ça. Ça forme, l'école forme aussi. C'est la société et c'est la famille qui font ça d'abord. Et puis notre foi religieuse qui fonde notre éducation.
Il y a beaucoup de... En même temps, ça quand vous marche dites pas ça, trop. monsieur Touré, Oui. vous dites on ne peut pas aujourd'hui réprimander un enfant, c'est parce qu'à un moment donné, certains adultes se sont également retrouvés pour décider que si vous réprimandez un enfant, ceci pourrait vous encourir un certain nombre de sanctions. C'est exact. C'est exact. On a tous noté cela par le passé. La chicotte, à l'école, on utilisait la chicotte. Mais avec le temps et avec la mondialisation, il ne faut pas qu'on ait peur aussi de dire cela, bon, on a suggéré qu'il Oui, et n'était puis on a pas trop signé bon. la Côte On a d'Ivoire signé des accords ouais. pour lesquels la sanction corporelle n'était plus la mieux indiquée, mais qu'il fallait aller par beaucoup de psychologie, beaucoup d'éléments dans cette nature-là. Donc, finalement, il y a un certain nombre d'outils qu'on avait, qu'on n'utilise plus. Voilà ce qui peut expliquer. On parle de ces nouvelles dispositions, pardon Alain, hein, on parle de ces nouvelles dispositions. Est-ce qu'on peut les présenter? De quoi s'agit-il? Et on aura l'occasion de les commenter avant Alain. Oui, de quoi s'agit-il? Oui. Nous avons en 1961, permettez-moi de faire un peu d'historique, on va bien sûr. Allez-y. En 61, le service civique a été instauré en Côte d'Ivoire. De 61 jusqu'en 1984, le service civique a eu à former des jeunes dans un esprit totalement militaire. Sans vouloir vous couper, c'était obligatoire ou pas? Non, c'était volontaire. Ok, d'accord. Le service civique n'a jamais été obligatoire en Ok, Côte d'Ivoire. d'accord. C'était volontaire. Et en ce temps-là, ça visait les jeunes ruraux, analphabètes ruraux, à qui on voulait apprendre le savoir-être, le savoir-faire dans les métiers de l'agriculture. Et ça s'est passé de 61 jusqu'en 83. En 83, le service civique a été suspendu. Pour plusieurs raisons, on reviendra là-dessus. Et de 83 jusqu'en 2007, il n'y a pas eu de service civique en Côte d'Ivoire, en tant que tel. Il y a eu quelques programmes. Mais en 2007, puisqu'il a été constaté que la crise que nous vivions, parce qu'en 2007, on est en pleine période de crise, C'est ça. une crise qui a commencé en 2002. Donc, lorsqu'il y a eu les accords politiques de Ouagadougou, on a noté que vraiment l'incivisme était à la base de la crise ivoirienne. Donc, c'est comme ça, en 2007, le service civique a été réinstitué en Côte d'Ivoire. De 2007 jusqu'en 2016, on était en pleine crise. Jusqu'en 2010-2011, le service civique n'a pas prospéré. Et ce n'est qu'en 2016, après 3 ans de calme, que le service civique a pu être mis en place. Donc voilà un peu, en termes d'historique, le parcours du service civique. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous visons dans le service civique? Comme je l'ai dit, on veut créer un Ivoirien nouveau. En tout cas, un Ivoirien qui respecte les symboles de la République, qui respecte la République et qui respecte toute la communauté. Voilà ce que nous visons. Et qui soit disponible pour sa communauté. Est-ce que vous avez déjà un bilan? Parce que le service civique que l'on voit, il existe depuis quelques années déjà. Oui. Vous avez déjà des programmes qui sont en cours, des jeunes qui ont intégré les services civiques. Bon, notamment, on a eu une action d'éclat lorsqu'il y a eu les remous avec les vacances, les congés anticipés demandés par les élèves. On a vu que certains avaient été amenés à Bembresso pour être, je ne dirais pas redressés, mais en tout cas pour être resocialisés, on va dire. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de ce bilan à mi-parcours, on va dire ça comme ça, et qu'est-ce que ça implique, les vies qui ont été changées, qui ont été améliorées au niveau de ces jeunes qui participent au service civique en Côte d'Ivoire, pour montrer concrètement ce que ça représente? Alors, merci pour cette question. Le service civique, c'est 3 outils. Le premier outil, c'est le SCAED, le service civique d'action pour l'emploi et le développement. Je l'ai dit, ça vise les jeunes qui sont en difficulté, qu'il faut resocialiser, qu'il faut former et qu'il faut insérer en emploi. De 2017 jusqu'en 2022, c'est près de 3000 jeunes qui sont passés par le service civique. Nous avons 500 de services civiques. Vous voyez? Et aujourd'hui, plus de 70% de ces jeunes qui ont été resocialisés, qui ont été formés, sont aujourd'hui insérés en emploi. Okay. Donc, nous pensons que c'est un résultat qui est quand même appréciable. Nous avons un deuxième outil qui est le volontariat. Dans le volontariat également, c'est plus de 2000 jeunes qui ont été formés au volontariat, dont plus de 1500 mis en mission.
pour mener des missions de volontaires communautaires, des missions d'engagement et tout cela. Et puis nous avons le service national des jeunes. C'est le troisième outil. Ce service national des jeunes vise la formation civique et citoyenne de nos élèves, vise à renforcer la connaissance des us et de coutumes chez nos jeunes, parce qu'on a beaucoup de nos jeunes qui ne savent plus d'où ils viennent, quelles sont les valeurs qui fondent leur communauté. Donc, il y a cela que nous leur apportons. Et puis, tout simplement, il y a la discipline, la formation à la discipline. Et là, aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 jeunes qui ont fait ce parcours-là. Alors, en juillet 2021, justement, le gouvernement a demandé qu'il y ait une évaluation d'impact de ce dispositif-là. Et cette étude a été confiée au CIRES, CAPEX-CIRES, qui a démontré qu'effectivement, cet outil-là permettait d'atteindre des résultats en termes de changement de comportement des jeunes et en termes d'amélioration, en termes d'amélioration de leur employabilité. Ce qui fait que depuis 2021, la décision de faire passer le service civique à échelle a été prise et que nous sommes dans un processus de construction de 14 grands centres de services civiques pour pouvoir traiter 14 000 jeunes par an. Très bien. Mais monsieur Touré, moi, ce que je veux savoir, c'est que dernièrement, le gouvernement, en Conseil des ministres, a adopté un décret concernant le volontariat. Je préfère, pour que vous nous l'expliquiez de façon claire, le volontariat d'engagement citoyen, c'est quoi? Le volontariat par compétence et le volontariat international, pour être plus précis dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, même si on parle de volontariat, est-ce qu'après, les gens peuvent y gagner quelque chose aussi? On ne sait jamais. D'accord. Commençons par cette question. Dans le volontariat, il n'y a pas de salaire. D'accord. C'est un engagement gratuit. Tout à l'heure, je disais, sans attendre rétribution. Ce que nous visons ici, c'est votre volonté de vouloir servir. Maintenant, le volontaire d'engagement citoyen, c'est ce jeune-là qui n'a pas de qualification, mais qui a envie de servir. Par exemple, je ne suis pas allé à l'école, ou bien j'ai quitté l'école tôt, le village est sale, j'ai décidé de nettoyer le village. Ça, c'est ce qu'on appelle un volontaire d'engagement citoyen. D'accord. À la différence, nous avons ce qu'on appelle des volontaires de compétences. C'est quelqu'un, je prends le cas, un médecin, qui a du temps libre et qui dit, moi, je décide d'aller dans un village, aller mener une mission de médecin. Pour soigner les gens. Pour soigner les gens. Mais je n'attends pas qu'on me rétribue pour cela. Vous en avez beaucoup? Pour l'instant, non. On n'a pas encore commencé ce programme. C'est maintenant qu'on va le mettre en œuvre. Mais il y a des demandeurs. Nous avons beaucoup de personnes. Beaucoup de médecins. Et le volontariat international? Le volontariat international, la loi le précisera. Aujourd'hui, nous avons développé avec la France ce qu'on appelle le volontariat de mobilité croisée. Des jeunes Ivoiriens sont en France actuellement en train de faire des missions de volontariat. Et il y a des jeunes Français également qui sont en Côte d'Ivoire. De volontariat dans quel domaine en France? Dans tous les domaines, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation. De la gestion des musées aussi. Dans la gestion des musées, il y a une jeune dame qui est des musées des civilisations qui est actuellement en France pour se performer. Mais également, nous avons des jeunes Français qui sont en Côte d'Ivoire dans nos structures pour pouvoir faire ces formations-là. OK. DG, moi, je pense que c'est l'une des pertinences, hein, ou du moins des attentes des familles. Si j'ai un enfant récalcitrant qui a du mal à être resocialisé et je veux solliciter les services de l'Office de service civique, à quel service exactement je m'adresse? C'est quoi le parcours? Très bien, merci pour ça. Ça me permet d'aller un peu plus dans le détail. La participation au service civique en Côte d'Ivoire est volontaire. C'est gratuit. OK. Lorsque vous avez un enfant qui est en difficulté, disons-le comme ça, vous le référez à un de nos centres de service civique. Ou bien il y en a 5 qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y en a 5 pour le moment. Pour le moment. Ou bien, désormais, vous pouvez saisir les préfets, les sous-préfets, les conseils régionaux, les ministres-gouverneurs, les centres sociaux. Toutes ces entités font de la captation et du profilage pour notre compte. Aujourd'hui, si on dit que le centre de service civique de Boaké ouvre, toutes ces entités-là
reçoivent les critères qu'il faut appliquer. Ils sélectionnent les jeunes pour les envoyer chez nous. Et en ce moment-là, nous, on les prend dans les centres de services civiques, visites médicales et ainsi de suite. Et ainsi de Donc suite. moi, en tant que parent, si j'ai un problème avec mon fils, ou du moins si mon fils est en difficulté, Oui. je peux le prendre, le référer par exemple, soit au conseil régional, Oui. soit au préfet, Oui. pour lui demander de voir dans quelle mesure il peut être admis. Et dans moi, un moi, centre j'ai une de question service. justement en rapport avec cela. Quand il arrive au centre, Oui. puisqu'Élisée il a un problème pour son enfant qui est récalcitrant, qu'est-ce que vous faites à l'enfant là-bas pour Qu'il soit droit. Je ne sais pas. Alors, véritablement, c'est sur ce point-là qu'on nous attend le plus. Ah, ça, c'est sûr. C'est sur ce exactement point. ça. Dans un centre de service civique, nous avons trois phases. Des modules ou des phases? Trois phases Ok. dans l'encadrement. La première phase, c'est ce que nous appelons la phase de la resocialisation. Cette phase de resocialisation, c'est tout un accompagnement à la discipline que nous mettons en place Ok. avec un encadrement de type militaire. Beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup comment on appelle ça, des psychologues qui interviennent, des sociologues qui interviennent. Mais aussi des En fait, militaires. Oui, des militaires, ça Ok. c'est pour la partie militaire. Militaires, c'est ça. Se ok. réveille à Sinon, 6 à heures du côté, matin. c'est du civilo-militaire que nous faisons. Hein. Ce n'est pas vraiment un encadrement strict militaire. C'est hein. ça, c'est ça. Il y a tout un accompagnement pour amener dans ce qu'on dit le life skills, que le jeune commence à se valoriser en fait. Parce que nous pensons que ces jeunes-là dont on parle, c'est parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. D'accord. Et On essaie de les aider. le deuxième point, monsieur le Deuxième directeur, point s'il maintenant, vous plaît. c'est la formation qualifiante. Oui. Ok. On les forme à un métier, de leur choix, mais de préférence des métiers qui peuvent lui donner des opportunités dans la région où il va s'installer. Et quand il a fini cette deuxième phase-là, on l'accompagne en stage, en emploi ou en activité générative de revenus. Ils apprennent même le permis, parce que Le j'ai eu des permis, témoignages. le permis de oui, conduire, Le permis de conduire. le brevet national de sécurisme. Voilà, il y a tout un ensemble de parcours, mais bien. ça dure 1 an. Très bien. Ok, d'accord. Voilà. Et ça coûte combien tout ça? C'est gratuit, non? À l'État. Non, le C'est- dispositif. Ah, alors. d'accord. Ça coûte cher. Ok. On va dire ça comme ça. Ça coûte cher. Alors, justement, les parents nous regardent. Il y a un site internet? Oui, il y a un site Une internet adresse, www.osn.ci. Vous avez toutes les informations sur le service civique. Merci beaucoup, M. Touré Mamadou, vous êtes directeur général de l'Office du service civique national. Vous avez bien voulu être sur notre plateau pour nous apporter des éléments d'éclairage sur cette question. Merci beaucoup d'avoir été en notre Je compagnie. vous en prie. Merci Alain, merci Madame Bleu, merci été Élisée, invité. merci Daouda, merci à toutes les J'avais équipes été techniques et invité, éditoriales qui se joignent Oui, à moi je vois. pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. À demain.